Alors, révision sur sciences et chimie organique. Alors tout d'abord, il faut bien connaître la diversité des structures des molécules organiques qu'on va utiliser dans la suite. Euh, donc ce sont des molécules essentiellement constituées de chaînes carbonées. Alors plusieurs façons de représenter ces molécules. Tout d'abord, la formule semi-développée qui fait intervenir donc la chaîne carbonée et chaque carbone a son nombre d'hydrogènes associé. Et donc, vous devez savoir passer de la formule semi-développée à la formule topologique. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur la formule topologique? C'est que tous les hydrogènes accrochés à un carbone ne doivent plus apparaître dans la formule topologique. Seulement la chaîne carbonée apparaît sous forme de zigzag. Quand on a un oxygène, un azote, un chlore, un atome différent du carbone, ces atomes doivent aussi apparaître dans la formule topologique. Et dernier point, si un hydrogène est accroché à un atome d'azote ou à un atome d'oxygène, il doit toujours apparaître aussi. Donc voilà un petit peu comment passer d'une formule semi-développée à une formule topologique. Bien savoir aussi passer de la formule topologique à la formule développée. Différents squelettes carbonés en chimie organique. On peut avoir des molécules qui sont soit linéaires, qui peuvent être ramifiées aussi, des molécules qui peuvent être cycliques et des molécules qui peuvent être insaturées. Insaturées, ça veut dire que ce sont des molécules qui possèdent des doubles liaisons carbone-carbone, par exemple. Voilà. Autre point à connaître, les isomères de constitution. Donc ce sont quoi? Ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules développées ou topologiques différentes. Si on regarde, ces deux molécules sont bien isomères de constitution. En effet, on a bien 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, un oxygène. Et donc, on compte les hydrogènes. Ici, le point correspond à un groupe CH3, puisqu'on a une liaison, et on sait que chaque carbone a 4 liaisons, donc il lui manque 1, 2, 3 hydrogènes. Donc là, on a 3 hydrogènes. Le carbone qui est là a déjà 2 liaisons, pour arriver à 4, il lui en manque 2. Donc ça lui fait 2 hydrogènes ici. Donc 3 plus 2, 5. Ici, 2 hydrogènes, ça fait 7. Et là, 1 hydrogène, ça fait 8. Donc là, la première molécule a bien 8 hydrogènes. Ici, le carbone a 2 liaisons, il en manque 2, donc 2 hydrogènes. Celui-ci a 3 liaisons, il lui manque 1 hydrogène. Celui-ci a déjà 2 liaisons, il lui manque 2 hydrogènes, 2 hydrogènes et 1 hydrogène. Donc 2 plus 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on a bien aussi 8 hydrogènes. Donc ce sont bien des isomères de constitution. Autre chose à connaître, ce sont les familles fonctionnelles. Donc bien repérer les groupes caractéristiques et le nom de la famille fonctionnelle. Donc en première, vous avez déjà abordé les notions d'alcool, famille des alcools. Donc on a donc des alcools qui peuvent être, on va voir, primaires, secondaires ou tertiaires. Et ces alcools sont tous caractérisés par un groupe hydroxyle. Le groupe hydroxyle donc fait référence à la famille des alcools. Autre famille vue en première, les familles constituées du groupe carbonyle. Et le groupe carbonyle, si le groupe carbonyle c'est le groupe CO est associé à un hydrogène, on aura la famille des aldéhydes. Donc la terminaison c'est al. Et pour les cétones, le groupe carbonyle est entouré de 2 carbones. Et là on aura donc là bien la famille des cétones et la terminaison est on. Et dernière famille vue en première, c'est la famille des acides carboxyliques, caractérisée par le groupe carboxyle. Pourquoi carboxyle? C'est la contraction de carbonyle, CO, et hydroxyle, OH, donc ça donne le groupe carboxyle. En terminale, on a étudié ensemble 4 nouvelles familles. La famille des halogénoalcanes, constituée par un atome d'halogène, ici le brome, accroché à un carbone. Le groupe s'appellera du coup bromo. La famille des amines, c'est un atome d'azote associé à un carbone. Et là, on aura donc la famille des amines.
L'ester est constitué d'un groupe carbonyle, ensuite un oxygène associé à un carbone. Donc c'est un petit peu comme un acide carboxylique auquel on a enlevé l'hydrogène et remplacé par un carbone. Et là on a un ester. La terminaison c'est OAT. Et enfin la dernière famille, c'est la famille des amides. Donc un amide est constitué d'un groupe carbonyle et d'une fonction amine sur le même carbone. La terminaison étant amide. Alors si on reprend les 4 exemples que nous avons, on peut essayer de donner le nom de chacune de ces molécules. Tout d'abord, la première molécule, la chaîne principale, la plus longue, est constituée, on le voit ici, de 4 atomes de carbone. Le préfixe, c'est butane. Maintenant, sur le carbone numéro 2, le plus petit, on voit qu'on a un groupe qui est méthyle, qui est greffé sur le 2, et un groupe bromo, qui est lui aussi greffé sur l'atome de carbone numéro 2. Comme on classe par lettre alphabétique, on obtient le 2-bromo, 2-méthylbutane. La molécule numéro 2, la chaîne principale la plus longue, c'est la chaîne en bleu, est constituée de 3 atomes de carbone. 3 atomes de carbone, ça s'appelle du propane. Comme on a le groupe amine en bout de chaîne, on a du propane 1-amine. On peut dire aussi propanamine. Et puis on voit qu'on a un groupe CH3 qui est greffé sur l'atome de carbone numéro 2, ce qui donne du 2-méthylpropanamine. Pour l'ester, la terminaison COAT, on voit qu'à gauche, on a bien 2 atomes de carbone. 2 atomes, c'est éthane, ce qui nous donne de l'éthanoate. Et comme à droite, on n'a qu'un seul carbone, ça fait de l'éthanoate de méthyle. Et enfin, le dernier exemple, on a 2 atomes de carbone, donc le préfixe est le même, éthane. Et comme c'est un amide, ça fait de l'éthanamide. Donc voilà. Donc on retrouve bien la fonction ester et le groupe ester, la fonction amine et le groupe donc amino, et en bas on retrouve différentes fonctions amides et groupes amides. Donc on voit que parmi toutes ces fonctions, certaines sont utilisées lors des stratégies de synthèse pour pouvoir être bloquées ou activées, en particulier des amines, des acides carboxyliques ou des alcools, ou des aldéhydes qui pourront être plus ou moins bloqués et débloqués dans les stratégies de synthèse. Je vous ai mis cette diapo qui vous permet de récapituler tout ce qu'on a vu, les préfixes, les groupes greffés et quelques exemples de molécules. Concernant maintenant les polymères. Les polymères, ce sont des macromolécules constituées de molécules toutes petites qu'on appelle les monomères. Vous avez l'exemple ici du PVC, du polychlorure de vinyle. On voit bien qu'on a un enchaînement qui se répète. Donc cette répétition, c'est le motif. Et on voit que la formule topologique s'écrit comme ceci. Ces polymères servent à fabriquer des tissus comme le nylon ou des plastiques comme le caoutchouc. Alors maintenant, comment obtenir ce fameux polychlorure de vinyle? Alors pour cela, vous avez le petit diaporama que je vous avais mis dans le cahier de texte du lundi en pièce jointe, puisqu'il ne peut pas être sur le netboard. Voilà. Donc je clique sur polychlorure de vinyle. Et donc, comment est-ce qu'on obtient cette macromolécule? Et bien tout d'abord, on l'obtient parce que le monomère de départ possède une double liaison carbone-carbone. Et cette double liaison, elle est fragile. Comme elle est fragile, elle va s'ouvrir et ça va permettre, grâce à ça, d'accrocher les monomères les uns aux autres. Alors voilà comment ça va se passer. La double liaison va se casser et va générer 2 électrons célibataires de chaque côté. Les électrons célibataires vont venir s'associer les uns aux autres pour former la molécule de polychlorure de vinyle. Donc si on doit écrire l'équation de polymérisation, si on vous donne le monomère, donc le monomère est constitué de la double liaison carbone-carbone, il ne faut pas oublier qu'on en a petit n. Petit n, c'est l'indice de polymérisation, c'est le nombre de monomères. Il en faut plusieurs pour faire un polymère, donc il faut bien préciser ce nombre n. Qui va donner
Donc il va donner ce polymère. Mais on voit que ce polymère, il y a une répétition. Il y a un motif qui se répète. Le motif, le voilà. Le motif, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. Et pour écrire le polychlore de vinyle, il faut bien préciser que ce motif, on le met entre parenthèses et il se répète petite n fois puisqu'on a utilisé n monomères. Donc bien savoir écrire des réactions de ce type-là de polymérisation. Donc voilà, pour résumer, donc on a bien n molécules de monomères qui donnent le polymère. C'est-à-dire que on part de la double liaison carbone-carbone et à l'arrivée, on n'a plus qu'une seule liaison simple puisqu'elle s'est ouverte des deux côtés. Ce qui fait que le carbone numéro 1, on remet bien les deux hydrogènes qui sont indiqués. Et sur le carbone numéro 2, on a l'hydrogène en haut et le chlore en bas. Donc voilà le motif du PVC en formule développée. Si on devait écrire ce motif en formule topologique, on voit qu'on a 1, 2, 3 liaisons, 1, 2, 3 liaisons. Et sur la deuxième liaison, on a bien l'atome de chlore qui apparaît. Les hydrogènes ont disparu, donc on a bien la formule topologique qui correspond au motif du polymère. Alors maintenant, lorsqu'on veut synthétiser une molécule, cela se passe en 3 temps. La première étape, c'est ce que s'appelle la synthèse du produit chimique. La synthèse du produit chimique se déroule à travers ce montage qu'on appelle un montage de chauffage à reflux. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce montage de chauffage à reflux? 3 choses. Tout d'abord, le chauffe-ballon. Le chauffe-ballon permet d'augmenter la température. La température étant un facteur cinétique, cela va permettre aux réactifs qui sont présents dans le ballon de se rencontrer plus rapidement et donc d'accélérer la vitesse de la réaction. D'autre part, dans ce ballon, en plus des réactifs, on a rajouté de la pierre ponce. La pierre ponce a 2 rôles, a 2 fonctions, celui d'agitateur et celui de régulateur de l'ébullition. Au-dessus, on a ce que l'on appelle un réfrigérant à eau. On voit bien l'entrée d'eau qui circule par le bas, donc qui est froide en bas et qui va forcément ressortir un peu plus tiède en haut. Le rôle du réfrigérant est déjà de condenser les vapeurs qui vont se former pour qu'elles retombent dans le ballon. Et cela évitera toute perte de matière et on pourra conserver le produit final entièrement dans le ballon. Donc ça, c'est notre première étape. Donc à ne pas confondre ce chauffage à reflux avec un montage d'hydrodistillation ou de distillation simple. Une fois que le produit a été synthétisé, il nous suffit de le refroidir. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la purification. Sauf que, on a 2 possibilités. Soit le produit d'intérêt que l'on cherche à fabriquer est solide, soit le produit que l'on cherche à fabriquer est liquide. Donc à ce moment-là, on aura 2 techniques de purification et d'extraction de ce produit. Si le produit obtenu est solide, et si on veut le séparer des autres espèces secondaires, il va falloir procéder par filtration sur Büchner. C'est une filtration sous vide. Donc bien connaître ce montage avec ce schéma à noter. Alors, de quoi c'est constitué? Le dispositif est constitué d'une trompe à eau. La trompe à eau, c'est un dispositif où l'eau circule à grande vitesse et au croisement, on va avoir une sorte d'aspiration, de dépression. Cette dépression va se retransmettre ici et ici. Et lorsqu'on va vouloir séparer le mélange à filtrer, le produit solide va se déposer sur le papier filtre. Le liquide, toutes les espèces présentes en phase liquide vont être filtrées à travers le papier filtre, à travers l'entonnoir Büchner, le filtre Büchner, et va tomber à l'intérieur de la fiole à vide. Le liquide recueilli s'appelle le filtrat, et on a ainsi pu séparer le produit solide des espèces présentes en phase liquide. Donc ça s'appelle une filtration sous Büchner. Si le produit d'intérêt que l'on fabrique est liquide, il va falloir l'isoler des autres espèces qui sont aussi en phase liquide. Pour cela, on va procéder à l'aide d'une ampoule à décanter et on va procéder par décantation. Alors, quels vont être les critères de choix d'une décantation? Il faut récupérer le produit organique, généralement dans un solvant organique. À ce moment-là,
le solvant organique ne sera pas miscible à la phase aqueuse, à l'eau. On va avoir deux phases. Alors généralement, la plupart des solvants organiques sont plus légers que l'eau, sont moins denses. Il faudra bien regarder la densité. Et donc à ce moment-là, la phase organique sera située au-dessus. Mais si un solvant organique est plus dense, le solvant organique sera situé en dessous de la phase aqueuse. Maintenant, si on veut séparer le produit des autres produits en phase liquide, il faut choisir un solvant qui n'est pas miscible à l'eau déjà, et d'autre part, qui a une meilleure solubilité du produit, c'est-à-dire qui solubilise très bien le produit. Et à ce moment-là, tout le produit va passer dans la phase organique. Donc le choix du solvant est important par rapport à sa densité et par rapport à sa miscibilité. Donc il faut que le solvant ne soit pas miscible à l'eau et il faut que le solvant solubilise très bien l'espèce. Donc c'est les deux critères. Une fois le produit d'intérêt isolé, purifié, séparé, il nous reste maintenant, troisième phase, à l'identifier. Trois techniques. La chromatographie sur couche mince, c'est-à-dire qu'on dépose sur une plaque de silice au niveau de la ligne des dépôts les réactifs et ensuite le produit final. Et de même le produit, s'il existe dans le commerce, le produit commercial. Ensuite, on prépare un éluant et une cuve à élution. On place notre plaque dans cette cuve à élution, on referme avec un couvercle pour saturer en vapeur et on attend que l'élution se produise. Donc on attend que l'éluant migre par capillarité jusqu'à 1 cm du bord et à ce moment-là, on stoppe l'élution et on trace au crayon à papier le front de l'éluant. Et ensuite, sous une lampe UV, on va pouvoir examiner les différentes taches qui vont apparaître. On va pouvoir observer les tâches correspondant au réactif, les tâches correspondant au produit, et cela nous permettra de voir si le produit synthétisé est pur ou impur, et si le produit, donc on pourra vérifier ça, puisque la tâche correspondant au produit ne sera pas à la même hauteur que les tâches correspondant au réactif. Donc c'est une façon d'identifier un produit. Autre technique, si notre produit obtenu est solide, on va pouvoir mesurer son point de fusion ou sa température de fusion grâce au banc au flair. Pour cela, on dépose quelques grains solides sur la partie droite du banc au flair à 50 degrés et avec une spatule, on pousse légèrement les petits grains jusqu'à ce qu'on puisse avoir un début de fusion. Et à ce moment-là, avec notre curseur mobile, on va pouvoir déterminer la température de fusion de l'espèce synthétisée et comparer sa valeur à celle de table et ça nous permettra de voir si la température est la même et si le produit synthétisé est bien pur. Et enfin, dernière technique, la spectroscopie infrarouge nous permet d'examiner la nature, les fonctions présentes dans le produit final. Dans cet exemple, on voit que on observe des pics. Chaque pic correspond à une liaison faisant partie de groupes caractéristiques. J'observe une bande très large, vers 3300-3400 cm-1, une bande large vers 3300-3400 correspond à un groupe OH, donc un groupe hydroxyle. Donc je peux en déduire ici que ma molécule pourrait appartenir à la famille des alcools. De plus, j'observe qu'il n'y a pas de pic intense vers 1700. Et je sais que vers 1700, je dois avoir un groupe carbonyle. Vu qu'il n'y a pas de carbonyle, ça ne peut pas être un acide carboxylique, ça ne pourrait être qu'un alcool. Et donc en l'occurrence, ici, on a bien le pentane de Hall. Donc ce qu'il faut savoir faire, c'est associer des bandes caractéristiques à des tableaux de valeurs et identifier par rapport à ce tableau les différents groupes caractéristiques présents dans une molécule. Et c'est comme ça qu'on fait grâce à des spectres infrarouges. Maintenant qu'on a fait une synthèse, il nous reste à l'optimiser, c'est-à-dire essayer d'obtenir le maximum de produits d'intérêt. Pour ça, il nous faut calculer le rendement. Le rendement de la synthèse est le rapport de la masse de produit obtenue expérimentalement divisé par la masse maximale de produit qui aurait dû être obtenue si la réaction était de 100%.
Alors pour cela, si on a deux réactifs A et B qui réagissent pour former le produit d'intérêt P plus un sous-produit, je peux, pour déterminer le rendement, déterminer donc le X max. Alors pour cela, je dois faire un tableau d'avancement, calculer les nombres de moles initiaux des deux réactifs. Au cours du temps, on a Na-X, Nb-2X, et on forme X mol de produit et X mol de sous-produit. Et à l'instant final, on aura Na moins X max, Nb moins 2X max, puisqu'on a un chiffre 2 ici, donc ça fera moins 2X max, et on forme X max de produit. Donc ce qu'il nous reste à faire, vous avez l'habitude de le faire, déterminer X max. Donc pour déterminer X max, il faut trouver le X max le plus petit. Est-ce que ça sera Na ou est-ce que ça sera Nb sur 2? Ça sera à vous de le calculer et vous gardez la valeur la plus petite. Et ça vous donne X max. Et connaissant X max, cela vous donne le nombre de moles de produit. Et connaissant le nombre de moles de produit, on va pouvoir déterminer la masse de produit par cette formule petit n fois grand M. Et c'est ça qu'on aura, qu'on appelle M max. Et en faisant le rapport des deux, on obtient bien comme ceci le rendement. Maintenant, la question, c'est comment faire pour augmenter ce rendement, pour optimiser la synthèse. Deux possibilités. Soit on augmente la quantité d'un des réactifs. Alors pour cela, comment est-ce qu'on peut vérifier? Il suffit de déterminer le quotient de réaction. Je rappelle que le quotient de réaction, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Donc, si j'augmente la quantité de A ou la quantité de B, j'augmente mon dénominateur, ce qui fait que ma fraction diminue, ce qui fait que le QRI sera plus petit que K, et donc la réaction se déplace dans le sens direct. Donc c'est la première façon. Autre technique, c'est d'éliminer un produit ou un sous-produit lors de sa formation. Rappelez-vous, lors de l'estérification, on formait un ester, c'était le produit P, et de l'eau. L'eau, c'était le sous-produit. Grâce à un appareil qu'on appelle un Dean-Stark, donc cet appareil permettait d'évaporer l'eau et un solvant organique, c'était le cyclohexane je crois. Donc l'eau et le cyclohexane ne sont pas miscibles, le cyclohexane est plus léger que l'eau, ce qui fait que l'eau est en bas, le cyclohexane est en haut, et grâce à l'appareil Dean-Stark, on pouvait, avec le petit robinet en bas, éliminer l'eau au cours de sa formation. Donc, si on élimine petit s, on diminue le numérateur, donc on diminue la fraction, donc QR est plus petit que K, donc on a encore un déplacement dans le sens direct. Donc voilà comment augmenter le rendement. On peut aussi augmenter la vitesse. Pour cela, deux choses. On a dit qu'on pouvait modifier un facteur cinétique, comme la température avec le chauffe-ballon, mais on peut aussi ajouter un catalyseur adapté. Cela permet de chauffer moins longtemps, de diminuer la vitesse de la réaction. Donc voilà les deux techniques qui permettent d'optimiser une synthèse. Je rappelle qu'un catalyseur est une espèce chimique présente au départ, qui participe au mécanisme de la réaction et qu'on retrouve intacte en fin de réaction. Et donc elle permet d'accélérer la réaction. Maintenant, si on veut respecter les principes de la chimie verte, il y en a 12. Donc vous devez en connaître au moins 3 ou 4. Hein. Je pense qu'ils sont assez évidents à trouver. Donc les principaux, c'est d'éviter de prévenir la pollution à la source, limiter les risques d'accidents, tels que l'ubrizol par exemple, faire des économies d'atomes, c'est-à-dire que tous les atomes présents dans les réactifs, on les retrouve dans le produit d'intérêt et il y en a très peu dans le sous-produit. Donc là, on fait une économie d'atomes. On peut utiliser des produits moins toxiques, des synthèses chimiques aussi plus sûres, des alternatives aux solvants, c'est-à-dire qu'on peut éviter de prendre des solvants trop polluants ou ne pas en utiliser. Limiter les dépenses énergétiques en réduisant la température ou en réduisant la pression. Utiliser des ressources renouvelables. Essayer d'avoir surtout du produit d'intérêt et très peu de sous-produits, on a dit, donc très peu de sous-produits S. Utiliser des catalyseurs, on sait que le catalyseur augmente la réaction et évite d'avoir plusieurs étapes de réaction. Produits biodégradables et donc des méthodes d'analyse beaucoup plus précises, plus rapides en temps réel. Donc voilà, bien connaître ces principes de la chimie verte. Donc, on a dit que les stratégies de synthèse qu'il nous reste à aborder, on peut faire de la chimie verte ou de la synthèse éco-responsable, mais on peut aussi utiliser 3 types de réactions chimiques. Alors ces 3 types de réactions chimiques, il y a d'abord, je dirais même 5. Il y a d'abord l'oxydoréduction et l'acide-base, et ensuite on verra addition, élimination, substitution. Alors je vais d'abord commencer par l'oxydoréduction.
Voilà, donc l'oxydoréduction, on avait vu quand on avait fait la synthèse de l'acide benzoïque, on avait fait oxyder l'acide benzoïque avec du permanganate de potassium. Donc comme on l'a fait oxyder, l'acide benzoïque est un réducteur, et donc ce réducteur va s'oxyder en oxydant. L'oxydant, le permanganate, il va se réduire en MnO2. Alors je vous rappelle un petit peu l'équation. On a le couple oxydant-réducteur, MnO4-, on a 4 oxygènes, on a 2 oxygènes. Pour équilibrer, il faut 2 H2O, ce qui fait 4 hydrogènes à droite, donc 4 H+. Comme on a une charge moins, 4 charges plus, pour équilibrer, il nous faudra 3 électrons. Les électrons sont à gauche, donc c'est bien une réduction. Ici, l'alcool benzylique, possède un oxygène. L'acide benzoïque qu'on avait fabriqué avait 2 oxygènes. 8 carbone, 8 carbone, 10 hydrogènes, 6 hydrogènes. Donc on voit que on a 2 oxygènes ici, on a 1 oxygène, donc il faut rajouter H2O pour avoir 2 oxygènes. Ce qui fait qu'on a 10 plus 2, ça fait 12 hydrogènes. Là on a 6 hydrogènes, donc il manque 6 H+. Et pour équilibrer, il faudra 6 électrons. Les électrons sont à droite, on a une oxydation. Donc ensuite, vous savez que comme on a 6 électrons à droite, on a 3 électrons à gauche. En multipliant par 2, ça nous fait bien 6 électrons de chaque côté. Et après, on n'a plus qu'à additionner tout ce qui est à gauche, additionner tout ce qui est à droite, et on a notre réaction d'oxydoréduction. On a vu aussi des réactions acide-base. L'acide oxalique, benzoïque, et on voit là sa base conjuguée. Donc on a un couple acide-base, et cet acide, on l'a fait réagir avec des ions OH- en TP. Et l'acide conjugué, c'est H2O. Je rappelle qu'une réaction acide-base nécessite 2 couples acide-base. Et c'est l'acide d'un couple qui réagit avec la base de l'autre couple. Donc ça veut dire que l'acide benzoïque plus OH- va donner la base conjuguée de l'acide plus H2O. Et là, on a bien une réaction acide-base. Maintenant, il nous reste à aborder les notions d'addition, d'élimination et de substitution. Pour expliquer une réaction d'addition, il faut observer le substrat de départ et le produit d'arrivée. Si le substrat de départ, comme on le voit ici, a 1, 2, 3 liaisons, à l'arrivée, elle possède 1, 2, 3, 4 liaisons. Quand on part de 3 liaisons à 4 liaisons, on a bien une réaction d'addition. On peut l'expliquer autrement. On peut voir que le carbone est associé à d'autres éléments, mais on s'aperçoit que le carbone a gagné un hydrogène ici, et l'oxygène a gagné un hydrogène. On lui a additionné 2 hydrogènes. Donc on a bien une réaction d'addition. Maintenant, si on part de là et qu'on revient vers la gauche, on perd 2 hydrogènes. Ou alors on passe de 4 liaisons à 3 liaisons, donc on aura ce qu'on appelle une réaction d'élimination. Le dernier type de réaction, c'est celle-là. C'est lorsque par exemple un atome ou un groupe d'atomes est remplacé par un autre groupe d'atomes. Comme il est remplacé, on fait une réaction de substitution. Je prends un autre exemple. Ici, on a un alcène et là, on a un alcane. Donc, là, on a bien fait une réaction d'addition. On a additionné 2 hydrogènes. 3 liaisons, 4 liaisons, 3 liaisons, 4 liaisons. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, on va le voir ici, c'est que toutes ces réactions vont entraîner des choses. Vont entraîner d'abord une modification de la chaîne carbonée, soit une modification du groupe caractéristique, soit une modification des deux. On va vérifier ça avec un exemple. Ici, notre alcène s'est transformé en alcane. On n'a pas touché la chaîne carbonée, on a bien 2 carbones, 2 carbones. Par contre, on est passé d'une double liaison à une simple. On est passé de la famille des alcènes à la famille des alcanes. Donc là, on a modifié un groupe caractéristique. La deuxième réaction, on a un substrat, on a un aldéhyde avec un organomagnésiien qui donne ce produit-là. Donc qu'est-ce que je constate? Je constate que mon substrat, je suis passé d'un groupe carbonyle à un groupe hydroxyle, donc il y a bien une modification du groupe caractéristique. Et je m'aperçois que ma chaîne carbonée, qui avait 2 atomes de carbone, se retrouve avec 3 atomes de carbone. Donc là, dans ce deuxième exemple, on a bien une modification du groupe caractéristique et modification de la chaîne carbonée. Au passage,
on voit que dans cette réaction, on a une réaction d'addition, puisque l'oxygène a récupéré un hydrogène et le carbone a récupéré un autre carbone. Donc on a bien additionné sur cette double liaison. Ici on peut dire qu'on a donc 3 liaisons, et ici on a 4 liaisons. Voilà, donc on a bien une réaction d'addition. Pour terminer, il me reste à aborder la notion de polymérisation. On a parlé des polyadditions tout à l'heure avec le PVC. Et maintenant, il me reste à parler des polycondensations. Et les polycondensations vont faire intervenir les composés polyfonctionnels. Je rappelle qu'un composé polyfonctionnel, c'est une molécule qui possède au moins 2 groupes caractéristiques. Ça peut être les mêmes ou ça peut être différents, qui sont susceptibles de réagir. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire des polycondensations. Pour ça, je reprends le diaporama concernant les polyamides. Voilà. Donc cet exemple va nous montrer comment est-ce qu'on fabrique du nylon. Le nylon, c'est un polyamide. Alors pour faire du polyamide, on va utiliser des composés polyfonctionnels. On va utiliser un diacide. On voit qu'on a une molécule à 6 carbones qui possède en chaque bout un groupe carboxyle, un groupe carboxyle. Et une deuxième molécule constituée de 6 atomes de carbone qui est aussi polyfonctionnelle puisqu'elle possède un groupe amine d'un côté et un groupe amine de l'autre. Alors ces deux molécules peuvent réagir l'une sur l'autre, vous voyez, comme ceci, et former justement un groupe amide. Alors comment ça va se passer? Le NH2, donc on va perdre un hydrogène, le COH va perdre un OH, et on voit que on va pouvoir accrocher comme ça nos molécules entre elles. Ça veut donc dire que tous les groupes caractéristiques vont réagir. Vous voyez, si on ne les protège pas, ils vont tous réagir les uns avec les autres et former ce polymère qu'on appelle un polyamide 6,6, et on forme à chaque fois de l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un polyamide? Tout simplement parce qu'on voit bien ici qu'on a un groupe amide, le groupe CO et le groupe NH. Donc un acide plus une amine, ça donne un amide. C'est un petit peu ce qu'on avait vu avec les synthèses peptidiques justement. Donc si on doit écrire l'équation de la réaction, il nous faut N diacide plus N diamine pour former le polymère. Et le polymère, on voit bien, comme on a dit tout à l'heure, un motif qui se répète. Le motif, il démarre d'ici. On voit bien le CO avec le CO, c'est-à-dire ceci, cette partie-là, et le NH avec le NH. Vous voyez les deux parties qui sont là. Donc ça nous donne le polymère polyamide 6,6 plus 2 NH2O, et on a bien le groupe amide qui apparaît ici. Voilà pour la polycondensation. Donc maintenant, il me reste à voir comment faire pour éviter que les deux groupes caractéristiques du composé réagissent ensemble. Donc il y a deux possibilités. Soit on peut utiliser ce qu'on appelle un réactif chimio-sélectif. C'est quoi un réactif chimio-sélectif? C'est un réactif qui ne va réagir qu'avec un seul des deux groupes caractéristiques. Ça veut dire pas besoin de protection ou de déprotection. On sait que ce réactif-là ne va réagir qu'avec un groupe caractéristique. C'est par exemple le cas lorsqu'on fait du paracétamol. On sait que pour faire du paracétamol, la molécule de départ possède 2 groupes et il n'y aura que le groupe amine qui réagira. Ou alors, si on n'a pas de réactif chimio-sélectif, il va falloir faire une stratégie de synthèse qui fasse intervenir des protections de fonctions suivies de déprotections pour pouvoir ne faire réagir qu'un seul groupe caractéristique. Alors, comment procéder? Je pars d'un exemple. Je voudrais partir du substrat A. On voit bien qu'on a bien une molécule polyfonctionnelle avec le groupe carbonyle et le groupe hydroxyle. Et je voudrais obtenir le produit B. Donc ça veut dire que pour passer de A à B, il n'y a que le groupe carbonyle qui réagit pour former un acide. Voilà. Donc là, je dois utiliser des banques de réactions qui me sont données.
Et alors, comment faire? Je pars de mon produit A. Si je le fais réagir avec du permanganate de potassium, comme on avait fait avec l'acide benzoïque, j'obtiens ce produit-là. Sauf que ce produit C n'a rien à voir avec le produit B. Pourquoi? D'une part parce que le CO s'est bien transformé en acide, comme dans le produit B, mais par contre mon OH devrait rester intact. Or là, mon OH a réagi et s'est transformé en carbonyle, en cétone. Donc j'ai un produit dont voilà, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas ce produit-là que je veux. Moi, je veux le produit B. Donc, MnO4- n'est pas un réactif chimiosélectif. Comment faire pour que uniquement CO réagisse sans que OH ne réagisse? La stratégie de synthèse va se faire en 3 temps. Il faut d'abord protéger. Protéger le groupe dont je ne veux pas qu'il réagisse. Donc, protéger le groupe OH. Pour protéger le groupe OH, je vais utiliser cette banque de réaction qui m'est donnée. Donc, vous voyez que le OH est protégé puisqu'on n'a plus OH. On a fait ce qu'on appelle une réaction ici de substitution, puisque le H du OH est substitué par un CH2 et un phényl. Donc on a fait une substitution, ce qui fait qu'on a du coup bloqué, protégé la fonction alcool. Une fois que cette fonction est protégée, maintenant je vais pouvoir utiliser mon réactif, le permanganate de potassium, pour qu'il puisse réagir uniquement avec le CO et le transformer en acide carboxylique. Ça, c'est mon oxydation. Une fois que la réaction est terminée, il ne me reste plus qu'à déprotéger la fonction alcool. Et là, pareil, on va procéder par substitution puisqu'on va remplacer le CH2Phi par un hydrogène à l'aide du platine. Le platine, je rappelle, c'est un catalyseur et solide, donc on est bien en catalyse hétérogène. Et donc là, on a fait une stratégie de synthèse en 3 étapes. Protection, oxydation, déprotection. Donc c'est ça que l'on appelle une stratégie de synthèse. Autre exemple, celui de la synthèse peptidique. Je vous ai mis, pour simplifier ici, 2 acides aminés. Un acide aminé constitué d'un groupe acide carboxylique et d'une fonction amine. Et donc, on a donc 2 molécules différentes. On va prendre la leucine et l'alanine, comme on a fait en cours. Et donc, on sait que NH2, on a vu, pouvait réagir avec COH pour faire un amide et accrocher les 2 acides aminés. Ça permettait de faire, par exemple, le dipeptide leucine-alanine, celui que je veux. Sauf que, si je ne protège pas mes fonctions, je peux avoir plusieurs possibilités. La leucine peut réagir sur elle-même et faire un dipeptide qui s'appellera leucine-leucine. Ou l'alanine peut réagir sur elle-même et faire de l'alanine-alanine. Donc je peux avoir 3 dipeptides différents. Or moi, je ne veux former qu'un seul dipeptide. Je veux former celui-là. Donc qu'est-ce que je veux, moi? Je veux que ce soit le NH2 de la leucine qui réagisse avec le COH de l'alanine, mais pas les autres. Donc, quelle va être ma stratégie de synthèse? Tout d'abord, protéger le groupe COH de la leucine, c'est ma première étape. Protéger le groupe NH2 de l'alanine, c'est ma deuxième étape. Une fois que les 2 groupes sont protégés, maintenant je peux faire réagir le NH2 avec le COH, donc je fais ce qu'on appelle le couplage des 2 acides aminés. Une fois que les 2 acides aminés se sont liés, j'ai bien mon groupe amide formé, et il me reste, 4e étape, à déprotéger le NH2 de l'alanine et à déprotéger le groupe carboxyle de la leucine. Et pour terminer, il me reste à aborder maintenant ce qu'on appelle les mécanismes de réaction. Et donc on sait que, alors pour ça, il faut que j'essaye d'expliquer comment est-ce que des liaisons peuvent se casser ou des liaisons peuvent se former. Et pour ça, il va falloir que je modélise ça par des flèches courbes. Et pour modéliser ces flèches courbes, il faut que je définisse 2 choses. Les sites donneurs d'électrons ou les sites accepteurs d'électrons. Alors qu'est-ce qu'un site donneur? Un site donneur, c'est un atome qui déjà possède des doublés non-liants autour de lui. C'est-à-dire c'est un atome qui est riche en électrons. Il a beaucoup d'électrons autour de lui. Donc il sera plutôt chargé delta-. Exemple, le chlore. C'est une liaison polarisée. Par exemple, le carbone et le chlore, on voit bien que le chlore attire vers lui les électrons et donc il sera en delta-. Ça peut être une liaison double aussi, une liaison multiple, qui peut être aussi riche en électrons, puisque ça veut dire qu'il y a 4 électrons entre les 2 carbones ici.
Alors, quels sont les atomes électronégatifs? Il y a tous les halogènes, le chlore, le brome, l'iode. On voit qu'il y a l'oxygène aussi, l'azote, le soufre. Donc tous ces atomes-là, qui sont situés en haut à droite de la classification périodique, sont très électronégatifs. Maintenant, quels sont les sites accepteurs d'électrons? Ce sont tous les atomes qui portent une lacune, c'est-à-dire qui ont très peu d'électrons autour d'eux, comme l'hydrogène, ou qui ont une charge électrique positive partielle. Donc ça peut être par exemple le carbone ici, accroché à un chlore, il aura très peu d'électrons. L'hydrogène ici, accroché à un oxygène, il aura très peu d'électrons autour de lui. Donc ce sont des atomes qui ont très peu d'électrons autour d'eux, donc ils sont plutôt chargés delta+. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir maintenant tracer, modéliser par des flèches courbes la formation ou la rupture d'une liaison. Une flèche, pour la dessiner, doit toujours partir d'un site donneur d'électrons, donc chargé delta-, et va se diriger vers un delta+. Donc ça peut être un doublé, qui peut aller vers un delta+, ça peut être une liaison, qui peut aller vers un delta+, ou une double liaison aussi. Voilà tout ce qu'on peut avoir comme type de flèche. Donc ces flèches peuvent modéliser deux choses. Alors, comme on le voit ici, par exemple, on voit que I- est delta-, puisqu'il a plein d'électrons autour de lui. En plus, il est chargé moins. Cl a 3 doublés d'électrons, donc il est delta-. Ce qui fait que le carbone à côté, lui, sera plutôt delta+. Donc, en dessinant une flèche qui part du doublé de l'iode et qui va sur le carbone, ça va permettre d'accrocher l'iode au carbone et de former une liaison ici. Mais si l'iode s'accroche au carbone, le carbone a 1, 2, 3 hydrogènes, et normalement la liaison ici doit se casser puisque le carbone a 4 liaisons, n'a pas 5 liaisons. Donc la liaison ici va se casser et va donner ses électrons au chlore, ce qui fait que le chlore va se récupérer 4 doublés non liants et va être chargé négatif. Pour terminer, autre exemple, OH-, l'oxygène est delta-, puisqu'il a 3 doublés non liants, le chlore est delta-, le carbone est delta+. Ce qui fait que OH-, je fais une flèche qui part d'OH- qui va sur CH3, donc du delta- vers le delta+, ce qui fait que le OH- va venir s'accrocher au CH3. Et le chlore, la liaison CCl, va donner ses électrons au chlore qui va se transformer en Cl-. Donc on a bien une réaction de substitution. On a remplacé le chlore par le OH. Ça, c'est sans catalyseur. On sait qu'un catalyseur, c'est une espèce chimique, donc on a dit qu'il participe au mécanisme de la réaction et qu'on retrouve intact en fin de réaction. Donc on voit ici que I- est bien catalyseur. I-, il a 4 doublés non liants, donc ces doublés non liants vont venir sur le delta+ du carbone pour s'accrocher. Et la liaison CCl va se casser, va donner un doublé au chlore qui va se transformer en Cl-. Ça, c'est ma première étape. Donc l'iode va s'accrocher au CH3. CH3i est une espèce intermédiaire, un intermédiaire réactionnel, et cet intermédiaire réactionnel va réagir avec le deuxième réactif. Le deuxième réactif, c'est OH-. Donc OH- est delta-, donc il va venir sur le delta+, et la liaison ici va se casser pour donner des électrons au I. Donc on aura bien CH3OH plus I-. Et on obtient bien, au final, si on fait la somme des deux ici, on obtient bien la même réaction qu'à gauche. Donc voilà, voilà ce qu'il y a à savoir sur le cours d'aujourd'hui.